Bonjour à tous. Bon, je vais commencer dès maintenant. Je pense qu'à peu près tout le monde est arrivé. Donc moi, je m'appelle Jean, je suis cofondateur et je suis à la direction du produit et de la technique chez Brigad, entreprise qu'on a fondée il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter un petit peu un retour d'expérience sur 2 ans d'entrepreneuriat. Parce que je sais que parmi vous, il y a pas mal de porteurs de projets. On a notamment vu avec 42 quelques beaux projets qui ont abouti jusqu'à des reventes. Je prends l'exemple de Recast. Je pense que vous connaissez pas mal ici. Et justement, moi aussi j'étais étudiant avant. J'étais Epitech promo 2016. J'ai toujours eu envie de monter une entreprise, de participer à une aventure entrepreneuriale. Et j'aurais aimé avoir quelques feedbacks, quelques justement informations pertinentes avant de démarrer une entreprise pour faire moins d'erreurs, pour un peu maximiser son temps et s'assurer que tout ce que l'on fait est productif pour son projet. Donc j'espère aujourd'hui que vous aurez des feedbacks intéressants de mon aventure, en tout cas, de ces 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant d'aventure, et que pour vos projets respectifs, si vous en avez envie, si vous en avez, eh ben, ça va porter ses fruits. Donc tout d'abord, Brigad, qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire une petite introduction de qu'est-ce que l'on fait, un petit historique pour que vous ayez un petit peu en tête notre début d'aventure, et ensuite je rentrerai plus dans le détail sur des retours d'expérience avec des cas hyper concrets, où je vais concrètement vous donner comme exemple qu'est-ce qui s'est passé avec Brigad. Donc Brigad, ce qu'on fait en fait, c'est on évite ce schéma à gauche. C'est que vous êtes un établissement, par exemple un restaurateur, et vous avez besoin de staff pour demain soir, vous avez besoin d'un barman. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez contacter toutes les personnes que vous avez dans votre réseau, en les appelant, en leur envoyant des SMS, en appelant d'autres confrères pour justement essayer de trouver quelqu'un de disponible, sans avoir la garantie que la personne sera disponible, sans avoir la garantie qu'elle va venir ou qu'elle aura les compétences requises pour effectuer une mission de qualité. Donc justement, on s'est attaqué à cette problématique de trouver du staff qualifié, de façon rapide, efficace, avec un coût maîtrisé et une assurance de systématiquement avoir quelqu'un disponible dans les meilleurs délais et avec une grande satisfaction côté client, où on sait que très rapidement on va être en mesure de leur dire si on a trouvé quelqu'un disponible ou pas, et qu'ils auront l'assurance que cette personne-là est qualifiée. Donc c'est pour ça qu'on a développé un service qui permet de trouver des indépendants, comme on dit, une snap, donc de façon très instantanée. Il faut savoir que 90% des missions chez nous, on les staff en moins de 5 minutes. Donc tout est géré avec de l'algorithmie. Et en plus de cette mise en relation, on va gérer toute la partie administrative, donc facturation, la partie financière, assurance, et on va même proposer une mutuelle aux indépendants qui vont effectuer des missions par le biais de notre service. Donc un petit peu d'historique. Brigad, on s'est lancé donc en janvier 2016. Donc c'était pendant 3 mois, on a un petit peu brainstormé avec mes 2 associés, et on s'est dit bon voilà, on a identifié cette problématique parce qu'on connaissait tous à peu près le secteur de l'hôtellerie-restauration, et on s'est dit bon comment on pourrait faire en sorte justement de permettre à ces restaurateurs de trouver du personnel qualifié, et aussi comment on pourrait permettre à ces centaines de milliers de personnes qui font des extras dans l'hôtellerie-restauration de plus avoir à créer leur propre réseau, mais justement avec une seule application, et on va les mettre en relation avec des établissements où ils vont aimer travailler parce qu'on les a préqualifiés, et on sait justement qu'ils vont apprécier de travailler dans un bar lounge parce que ça correspond tout à fait à leur profil et à leurs expériences passées. Donc c'est vraiment, encore une fois, être un outil un peu couteau suisse, à la fois pour les entreprises mais aussi pour les indépendants qui souhaitent travailler. Donc en janvier 2016, on s'est dit bon vas-y, on se lance. On a lancé plein de choses. À partir de ce moment-là, on a testé plein de choses, plein de business models différents. On a testé de faire un job board un petit peu à la Airbnb avec un design inspiré de Captain Train, pour justement que les business puissent mettre des offres de long terme, de court terme, de CDD, d'extra, de CDI, à peu près toutes les offres. Et derrière, des candidats qu'on avait préqualifiés à l'inscription sur la plateforme étaient libres de postuler ou non justement pour ces offres-là. On a testé ça, on a testé de le monétiser avec un format d'abonnement que directement les entreprises payaient mensuellement. On leur donnait accès à un certain nombre d'offres. On a essayé aussi un autre business model qui était justement de faire payer à la mise en relation. On a essayé plein de choses. Et on a aussi essayé un autre service qu'on a fait tourner avec un fichier Excel au tout début. C'était un service par SMS qui était tout bête. Un établissement nous envoyait un SMS avec son besoin de dernière minute. Nous, on avait une liste de candidats qui étaient préqualifiés sur un fichier Excel qu'on savait qui était disponible pour faire des extras de dernière minute. Et on leur envoyait des SMS manuellement pour savoir s'ils étaient dispo avec les détails des missions. Et quand on a vu que les candidats répondaient de façon réactive et qu'on arrivait à mettre en relation
ces gens-là et que ça fonctionnait bien et que c'était le service qui était le plus plébiscité parmi tous les services qu'on avait testés, on s'est dit tiens, on va un petit peu creuser davantage ça parce qu'effectivement, c'est peut-être le produit qui répond le mieux à une problématique qu'on avait identifiée. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc on a continué de travailler pendant 8-9 mois à partir de janvier pour trouver ce qu'on appelle le Product Market Fit. Je ne sais pas si c'est un terme que vous connaissez déjà. Ça vous parle à peu près? Product Market Fit, en fait, c'est quand on a trouvé la bonne solution à la problématique qu'on a identifiée et que c'est qu'on a trouvé l'idée de produit, l'idée de projet qu'on va pouvoir monétiser, qu'on pourra faire croître et qui derrière on pourra avoir un business model qui pourrait être rentable. Donc le Product Market Fit, c'est juste quand vous avez une boîte qui fonctionne ou qui a le potentiel de fonctionner, on va dire. Donc en août, on a fait notre première levée de fonds. On a levé 350 000 € auprès de Business Angel. En fait, c'était très simple. On avait un large portefeuille on avait un gros réseau avec mes associés de gens qui auraient potentiellement été intéressés pour investir. Et on leur a dit, voilà, on a trouvé une idée, on n'a pas encore trouvé de business model, mais on commence à creuser. On a besoin d'accélérer, on a besoin d'avoir plus de développeurs, on a besoin d'avoir plus de commerciaux, donc on a besoin de lever des fonds. Donc on a levé un premier tour qui était vraiment... je ne vais même pas parler de seed, hein, parce qu'on parle toujours de seed, série A, série B. Enfin, il y a des noms, il y a des termes pour les niveaux de levée de fonds. Nous, là, c'était vraiment du pré-seed. C'était juste pour continuer à mettre un petit peu d'essence dans le réservoir jusqu'au moment où on trouve un business model qui soit fonctionnel et qui puisse permettre à terme, avoir une boîte rentable. Et là-dessus, après encore 2-3 mois de travail acharné, on a finalement trouvé notre product market fit. Donc en fait, il y a eu plein d'événements qui ont permis à ça. On a gagné tout d'abord un concours, c'était le concours Uber Pitch. C'était un concours organisé par Uber en France et en Europe pour l'élection de la meilleure start-up, entre guillemets, en 2016. Donc on a d'abord gagné le concours à Paris, ensuite le concours en France, et on a été dans les finalistes et le coup de cœur du concours européen. Ce qui nous a permis de rencontrer Travis Kalanick, qui était l'ex-CEO mais fondateur de Uber, qui nous a dit les gars, votre truc c'est génial, mais pourquoi vous ne faites pas comme Uber et les autres plateformes, c'est-à-dire que vous gérez absolument tout, la mise en relation, la facturation, l'administratif, la transaction, et votre business model est tout trouvé, vous avez juste pris une com sur la mise en relation. Et on lui avait dit, en fait, pour être tout à fait honnête, c'est un peu notre next step de tester ça. Il nous a dit, mais les gars, c'est sûr que ça va fonctionner, regardez Uber, regardez Deliveroo, regardez Airbnb, faites ça. Et en fait, on est rentré de cette interview très intéressante avec lui, et on s'est dit, allons-y cette fois-ci, on va vraiment tester ça, parce qu'on a toujours un petit peu tourné autour du pot, parce qu'on ne savait pas en France, au niveau de la complexité, tout ça. En plus, on connaît un petit peu les débats qu'il y avait avec Uber, les plateformes, pas les plateformes, etc. Donc on a toujours un petit peu tourné autour du pot de cette idée. Puis finalement, on s'est dit, allons-y, on n'a rien à perdre. On est tout petit, on a quelques clients encore. Si c'est vraiment ça que les clients attendent, c'est ce qu'on va leur développer. Donc en un mois, on a tout cassé. Moi, je me rappelle encore, je suis allé voir mes devs un lundi matin et je leur ai dit, vous arrêtez tous, vous venez en salle de réunion. Et alors voilà, maintenant c'est ça, Brigade, c'est ça. Et là-dessus, j'ai vu quelques déceptions sur des visages fatigués, où ils s'étaient tous arrachés pour continuer à développer des fonctionnalités sur ce qu'on appelait encore à l'époque Brigade V1. Et je leur ai dit, voilà, maintenant on va sortir la V2 de Brigade. Donc on a tout cassé, on a tout refait, on a rushé pendant un mois et on a réussi à sortir en octobre ce Product Market Fit. Et la première journée, et ça je peux vous assurer que je ne vous mens pas, la première journée où on a mis cette V2 live, on a fait plus d'argent la première journée qu'en 6 mois. Donc on s'est dit à ce moment-là, ok, c'est bon, on a bien identifié notre Product Market Fit, on l'a. Donc maintenant on peut faire de la croissance et arriver dans la deuxième partie de la boîte, qui est qu'une fois qu'on a trouvé le produit qui répond véritablement à la problématique de nos clients et où on a un business model qui pourrait nous permettre un jour d'être rentable, ça y est, on va pouvoir commencer à scale. Donc à partir de là, de octobre à février, on a été dans une démarche où on a cramé nos 350 000 € en faisant en sorte d'optimiser derrière le volume d'affaires qu'on pouvait générer avec nos clients, donc énormément de commerciaux. On a fait en sorte d'onboarder le maximum d'indépendants qu'on a qualifiés à l'avance et filtrés sur notre plateforme. Et on avait une croissance qui était très forte. Certainement, on faisait 100% de croissance par rapport au mois d'avant. Donc il y avait une certaine euphorie à ce moment-là. Et à ce moment-là, on s'est dit, il faut continuer d'accélérer. Donc c'est pour ça qu'en février 2017, avec des fonds cette fois-ci, on a levé 2,4 millions d'euros. Avec un objectif très simple, accélérer sur Paris, ouvrir une nouvelle ville et montrer qu'on est capable justement de déployer le modèle au-delà que sur Paris, que forcément on connaît bien. C'est assez facile pour nous de piloter Paris. Mais voilà, donc on a décidé de lancer le Lyon, qu'on a lancé en novembre 2017.
Donc maintenant, Brigade, ça représente quoi? C'est une team de 45 personnes, donc avec une dizaine, un peu plus même d'une dizaine maintenant de personnes sur la partie tech. Je reviendrai dessus après, évidemment. Et après, beaucoup de business, de marketing. On a une équipe RH dédiée aux indépendants. Donc la qualification et faire en sorte que derrière, ils soient contents sur la plateforme. On retrouve des partenariats. On a notamment un partenariat avec une mutuelle. On est une des premières plateformes en France à proposer ça, où on permet en fait à des indépendants qui veulent une mutuelle au-delà de l'assurance classique, responsabilité civile professionnelle, par exemple pour de la santé, etc. Et ils ont un deal préférentiel avec Brigade, et nous, on va leur payer une partie de la mutuelle en fonction du nombre d'heures effectuées sur notre plateforme par mois. Donc, par exemple, un brigadeur qui aurait fait, je vais dire une bêtise, mais 50 heures de mission dans le mois avec Brigade, on va lui rembourser 50% du montant de la mutuelle sur ce mois. Voilà. Donc c'est ce genre de deal qu'on met en place parce que nous, en fait, notre vision, c'est de se dire, en tant que plateforme, on a une responsabilité vis-à-vis de ces indépendants et on veut les accompagner dans la création d'un écosystème sain pour eux, pour qu'ils puissent vraiment s'émanciper et pour vraiment prendre la décision de se dire, voilà, je veux travailler avec Brigade, avec d'autres plateformes, je vais faire des missions en freelance tout seul, mais je veux vraiment être indépendant, je veux plus que ça soit simplement je reviendrai sur les questions à la fin de la présentation. Je veux pas simplement être juste un plus à la fin du mois. Il y a des gens, voilà, ils nous disent, moi, je souhaiterais être indépendant 100% parce que je monte mon propre resto, parce que ma femme, elle est enceinte de notre troisième enfant, et que je voudrais avoir mon emploi du temps complètement flexible, et que j'ai la sensation de beaucoup plus apprendre en faisant des missions dans différents établissements que de rester dans un établissement pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et en plus de ça, ils sont mieux payés. Et du coup, nous, en tant que plateforme, on s'est dit, voilà, il faut qu'on les accompagne, donc à la fois dans la constitution de partenariats, mais faire en sorte aussi qu'ils aient une rémunération qui soit juste par rapport au prix du marché, au marché du travail, et qu'ils aient la garantie toutes les semaines d'avoir un virement qui arrive sur les missions qu'ils ont effectuées la semaine d'avant. Donc c'est ça les garanties Brigade. Quand on travaille avec nous, par le biais de notre plateforme, c'est qu'on va arriver avec un écosystème qui va apporter de la stabilité, de la sûreté et des avantages. Donc maintenant, je vais un petit peu revenir sur... je suis désolé, la presse a malheureusement un petit peu déconné avec l'export. Je vais revenir un petit peu maintenant sur le but de cette présentation. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous ont des idées de business ou souhaiteraient un jour peut-être développer une entreprise, un projet. Donc on va partir d'un constat, c'est que vous avez une idée et que maintenant, comment vous allez créer une véritable entreprise avec cette idée? Parce qu'il y a des étapes. Et moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de revenir sur ces différentes étapes pour faire en sorte que vous ayez le maximum d'informations pertinentes et utiles et que vous ayez surtout ce mindset qui est hyper important dans l'entrepreneuriat. C'est un mindset qui vous permet d'aller droit au but et pas de tourner autour du pot et d'aller directement aller chercher les bonnes réponses et justement pas de refaire les mêmes erreurs que énormément de gens font parce qu'il faut avoir un mindset un petit peu particulier quand on fait l'entrepreneuriat. Donc tout d'abord, je vais parler de l'équipe parce qu'en fait, on peut avoir la meilleure idée du monde, enfin ce que l'on pense être la meilleure idée du monde. Pour l'instant, ça va être simplement une hypothèse. Et cette hypothèse, vous allez devoir la tester, la battle tester sur le marché. Et c'est le marché qui va vous dire si votre idée elle est pertinente ou non. Parce que vous allez peut-être avoir une idée parce que vous avez une problématique. Mais au final, la problématique, c'est peut-être que vous qui l'avez au final. Et peut-être que sur les gens que vous pensez qui vont avoir la même problématique que vous, peut-être qu'il y a des différences que vous n'avez pas forcément perçues, des différences importantes. Et que par conséquent, en fait, la solution que vous avez proposée, que vous pensez, ne va pas forcément répondre. Elle va pas forcément taper juste par rapport à ce que les gens attendent vraiment et quels sont leurs besoins. Donc en fait, la première chose la plus importante, c'est pas l'idée au final, parce que l'idée elle va énormément évoluer, elle va changer. Vous allez la tordre dans tous les sens, vous allez la tester. Nous, on a testé 3-4 idées, 3-4 business models à chaque fois, avant de trouver la bonne idée qui fonctionne. Elle a l'air toute conne comme ça, mais je peux vous assurer que ça n'avait pas l'air aussi évident quand on a démarré. Et au final, qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez réussir? La première chose, c'est l'équipe des fondateurs. Et ensuite aussi l'équipe au niveau des employés. C'est ça vraiment qui va faire en sorte que vous allez construire, itérer sur vos idées et avoir vraiment le meilleur écosystème interne pour faire en sorte d'accélérer, de tester vite, d'être dans une super démarche, de tester, apprendre, réessayer, tester, apprendre, réessayer jusqu'au moment où vous trouvez votre product market fit. Donc au niveau de l'équipe, c'est simple, il faut des gens, vous ayez une totale confiance parce que l'entrepreneuriat c'est énormément de travail. C'est beaucoup d'heures travaillées, ça peut être c'est les montagnes russes. On passe par des moments d'euphorie, on passe par des moments de grande déception, des moments de stress, quand il s'agit d'un stress financier. Par exemple, quand on n'a plus d'argent sur le compte en banque, on a payé des stagiaires et des employés à la fin du mois et qu'on attend de finaliser une levée de fonds, on a eu quelques insomnies.
Et du coup, vous devez vraiment vous entourer de gens avec qui vous avez une totale transparence et vraiment une totale trust, quoi. C'est des gens, vous ne pouvez pas vous dire, est-ce que cette personne-là serait capable de gérer la pression? Est-ce que cette personne-là, elle est capable de s'impliquer autant dans le projet que moi, je souhaite m'impliquer? Il faut vraiment que cette question-là, si vous avez un doute, c'est pas la peine. Ensuite, c'est justement d'avoir des compétences complémentaires. Et ça, c'est peut-être le point où j'apporterai le plus d'attention, et surtout chez 42, au même titre que chez Epitech d'ailleurs. C'est que souvent, il y a beaucoup de tech qui vont se mettre ensemble, ils vont se dire, voilà, on a une idée de projet, on va le faire ensemble. C'est génial. Sauf que le problème, c'est que quand on fait un projet, il y a la partie tech, il y a la partie business, il y a la partie market, il y a la partie finance, il y a peut-être même la partie juridique sur certains business. Il y a plein d'autres parties, en fait. C'est que vous, en tant que tech, vous allez super performer sur une partie, mais vous n'avez pas performé sur le reste. Et c'est ça la grosse erreur. C'est que très vite, vous n'aurez pas les compétences en interne et vous allez commencer à vous distribuer les casquettes et les responsabilités. Ah, parce que toi, tu es t'es un peu meilleur communicant que moi, bon, bah, tu vas être CEO. Sauf qu'être CEO, c'est pas simplement aller pitcher devant des fonds, même si ça prend beaucoup de temps, mais c'est aussi avoir une analyse un petit peu financière, un peu plus stratégique, un peu plus orientée business. Et le CEO, c'est aussi le premier business développeur, hein. C'est le premier commercial de l'entreprise. Et ça, mine de rien, c'est quand même des compétences qu'on peut acquérir sur le tard, mais il y a quand même des gens qui sont meilleurs que nous tech, qui sortent d'écoles de commerce ou même d'autres backgrounds différents. C'est un peu plus leur spécialité, ils ont un peu plus baigné dans ce milieu-là. Et c'est là où moi, je mets un petit point d'intention en vous disant, tombez pas dans le piège de vous mettre avec 2, 3, 4, 5 tech et vous dire, c'est bon, on a notre équipe, on monte une boîte. Allez chercher un petit peu au-delà. Des gens qui font du market, des gens qui ont justement un autre background complètement différent, parce que vous allez avoir des compétences complémentaires et ça vous permet justement de remplir un petit peu toutes les cases dont vous allez avoir besoin quand vous avez créé votre boîte, du sales, du market, etc., etc. Et pour dernier, il faut des gens, et pour finir, il faut des gens combatifs. Parce que l'entrepreneuriat, on n'est pas là en train de s'asseoir sur une chaise, attendre que ça se passe, prendre son salaire à la fin du mois. L'entrepreneuriat, c'est on n'a pas de salaire au début. Il y a un petit peu une image que j'aime beaucoup. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire en conférence, l'entrepreneur, c'est un peu le mec qui saute d'un avion, qui n'a pas de parachute et qui va en construire un pendant la chute. C'est à peu près ça. Du coup, il faut des gens qui sont vraiment dans ce mindset et qui sont capables de tout sacrifier, de sacrifier un confort, un salaire, une certaine qualité de vie pour se dire, OK, je vais m'enfermer chez moi avec mes potes, avec mes collègues, avec mes associés, et on va vraiment s'arracher pour bosser le truc. Et si vous n'avez pas des gens qui ont une mentalité de fighter, c'est pas la peine, parce que ces gens-là, ils vont pas tenir sur la durée. Ils vont peut-être s'arracher pendant les 6 premiers mois, sauf que l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est une course de fond. Il ne s'agit pas de faire un rush pendant 6 mois et après c'est cool, on a la boîte qui est lancée, c'est top et tout. Nous, là, ça fait 2 ans et demi, on a eu plusieurs millions d'investissements. Je peux vous assurer que des fois, on a des problèmes hyper cons, hyper stressants, on a des grosses insomnies. Et en fait, faut être prêt à ça. C'est l'entrepreneuriat. Je peux vous assurer que même Uber, Travis, à la fin, ça s'est même vu dans les médias, mais malgré qu'il avait une super boîte qui pesait des milliards, je peux vous assurer que c'était très dur à gérer pour lui, qu'il avait des milliards de choses à gérer. Et c'est ça l'entrepreneuriat, c'est que vous allez toujours être la personne en porte-à-faux, que ce soit sur l'extérieur vis-à-vis de la concurrence, mais aussi sur l'intérieur, c'est-à-dire gérer l'organisation, le RH, le management, l'humain, les problèmes business, les objectifs, etc., etc. Donc il faut vraiment des gens qui se disent, voilà, c'est mon truc l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est pas un truc qu'on se dit, ça a l'air fun, monter une startup c'est un peu à la mode, j'ai envie d'être riche, etc. Ça, vous mettez ça de côté. L'entrepreneuriat, c'est d'abord une véritable vocation. Deuxième étape, une fois que vous avez votre super équipe, que vous êtes tous avec un super mental de bagarreurs, que vous avez tous des super skills différentes et que vous faites tous hyper confiance, maintenant on va rentrer justement dans la phase la plus intéressante, c'est qu'on va vraiment mettre les mains dans le cambouis. Et en fait, c'est assez simple, c'est qu'au début, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de moyens, il n'y a que vous. Donc le meilleur moyen de se sortir d'une situation de survie, c'est de tester vite les choses. Donc, il ne faut pas se dire, OK, je vais utiliser la super techno que j'ai toujours rêvé d'utiliser avant, j'ai envie de faire de l'Erlang, j'ai envie de faire du Scala, j'ai envie de faire du Golang. Non, vous allez prendre l'outil le plus simple et le plus facile pour faire le test que vous avez envie de faire sur le marché. Et ça, c'est vraiment un point d'attention parce que pareil, les techs, je suis passionné de tech aussi, on va souvent tendance à se dire, OK, alors je vais faire mon API comme ça va être top et tout. Au final, c'est pas ça qui va faire que votre boîte va réussir. Ce qui va faire que votre boîte réussit, c'est qu'il y a des gens qui vont acheter votre produit ou qui vont utiliser votre app. Voilà, qu'il y a des gens vraiment, ils vont s'intéresser à ce que vous faites. Ils s'en foutent s'il y a du Go derrière, s'il y a du Node, etc. Ils s'en foutent complètement. Ce qui les intéresse, c'est juste avoir quelque chose qui soit les intéresse quand on fait du B2C, ou soit qui répond à une véritable problématique quand on fait du B2B. Et ça, donc, il faut vraiment se dire, OK, exit les technos un petit peu sympas. On va prendre les trucs les plus simples. Je viendrai dessus après. J'ai une slide sur les tools que je vous recommande d'utiliser. On va utiliser les technos les plus simples pour aller straight to the point
et directement tester ce qui nous intéresse. Tester les idées, ça veut dire pas se baser aussi sur des assumptions, sur des hypothèses. Les hypothèses, il faut les bannir. Parce que vous allez tous avoir plein d'idées reçues. Non, mais attends, mais moi je connais ce truc-là, ça va jamais marcher, etc. Ça, je l'ai entendu 1 milliard de fois. On m'a dit 1 milliard de fois, les indépendants dans l'hôtellerie-restauration, ça ne marchera jamais. On a su prouver le contraire. Ça a été des fonds d'investissement, ça a été des gens de mon réseau, ça a été même des proches, ça a été des gens même de l'hôtellerie-restauration qui m'ont dit ça. Et au final, ça, il ne faut jamais les écouter. Il faut les prendre en considération dans sa réflexion, mais la seule chose qui a de la valeur, ce sont les retours du marché, les retours de vos utilisateurs. Donc en gros, votre but, c'est de tester des idées vite, d'être hyper proche et hyper à l'écoute de votre marché, de vos utilisateurs, parce que c'est eux qui vont vraiment vous dire si ça les intéresse ou pas ce que vous faites. Et en fait, c'est eux qui ont raison, c'est pas vous, c'est eux qui ont raison systématiquement. Si vous dites votre truc c'est de la merde et que je dis non mais attends, t'as bien pas compris, bah, c'est que tu l'as mal présenté dans tous les cas. Donc vous l'écoutez, vous prenez en compte ces feedbacks et vous allez vous constituer d'un pool d'utilisateurs assez différents, mais qui, l'ensemble de ce pool-là représente les différents types vos différents types d'utilisateurs. Et vous allez systématiquement les solliciter, tester de nouvelles choses, etc. Et c'est eux en fait qui vont permettre de trouver votre product market fit. C'est tout, c'est juste eux, c'est écouter le marché, tester les choses et pas perdre de temps. Parce qu'au début, vous n'avez pas d'argent et que vous allez en avoir, l'argent va vite partir. Donc il faut vraiment maximiser son temps là-dessus. Donc en fait, le workflow, il est assez simple. Vous avez une idée, vous déterminez comment faire un proof of concept le plus simplement possible. Encore une fois, on n'est pas là pour faire un truc beau, pour faire de la techno cool, etc. Même si vous faites, par exemple, vous voulez faire un concurrent d'Algolia, vous êtes, je sais pas, vous avez besoin d'avoir des perfs, que ce soit un truc ultra carré, etc. C'est pas avec vos 15 utilisateurs au début que vous allez avoir besoin de perfs. Vous aurez peut-être besoin de perfs quand vous aurez 10 000, 15 000, 100 000 utilisateurs. Donc commencez pas à vous prendre la tête en vous disant comment je fais pour optimiser ma requête, mon infrastructure, mes requêtes réseau, etc. etc. Pour l'instant, vous avez juste testé si est-ce que les gens s'intéressent à ce produit-là ou pas, est-ce qu'ils sont prêts à mettre de l'argent sur ce produit-là ou pas. Donc faut vraiment se faire violence et se dire ok, c'est quoi l'idée la plus simple, le concept le plus simple que je peux tester pour in fine tester cette idée-là. Est-ce que par exemple, je vais dire une bêtise, est-ce que les gens sont prêts à passer par des indépendants et à faire confiance à une plateforme pour avoir du staff dans leur restaurant? Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un fichier Excel, on a mis des numéros de téléphone, on a mis des tags à la main dessus, on a acheté du numéro de téléphone sur Twilio, et en fait, directement, on avait une interface dessus où on recevait les SMS, on répondait, et on envoyait nous-mêmes les SMS aux indépendants. On a fait une landing page, c'est tout. On n'a pas fait une plateforme avec un algorithme qui envoie automatiquement des SMS, machin. Non, un fichier Excel, deux numéros de téléphone, landing page. En 24 heures, on était setup. Et en 24 heures, on a pu commencer à tester notre idée, à itérer, à changer la façon dont on faisait la mise en relation, à changer la façon dont on peut qualifier les gens, parce qu'on posait des questions techniques aux candidats. Ok, comment tu fais une tarte tatin? C'est con, mais il y a plein de gens qui ne savent pas le répondre et qui disent qu'ils sont du métier. Et du coup, ça nous a permis de nous bonifier, de tester des choses, de justement se dire, ok, est-ce qu'on arrive à bien préqualifier les gens? Est-ce que derrière, on arrive à être assez réactif pour faire matcher les gens avec la demande du restaurateur? Est-ce que derrière, le restaurateur est satisfait de notre prestation? Et en fait, ces tests en continu, tous les jours, on changeait les choses, etc. Et quand on se dit, bon, bah, c'est bon, on commence à avoir une base, on se dit, ça y est, on commence à avoir un truc à peu près fonctionnel, on va peut-être un petit peu plus l'industrialiser, parce qu'on a trouvé un process ou une qualité de service où, ok, feu vert, c'est bon, on peut passer à la suite. Donc là, on va commencer un peu à l'industrialiser. Donc une fois que vous avez déterminé votre POC, vous le testez. Vous le testez vite, vous le testez de façon efficace, et ensuite, c'était learn à la fin, désolé, et à la fin, vous allez apprendre des retours du marché. Et ça, c'est hyper important, vous devez avoir vraiment un process d'écoute de vos clients. Donc c'est soit les appeler dès que vous mettez en ligne une nouvelle fonctionnalité, vous les appelez ensuite, et vous voyez un petit peu ce qu'ils vous disent, ouais, ok, bah, c'était bien, non, c'était pas terrible, j'aurais préféré que ça se passe comme ça plutôt que comme ça. Et qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous avez une nouvelle idée, vous refaites un nouveau POC, vous retestez, vous apprenez encore des retours de votre marché et vous faites ça en cercle, en cercle, en cercle, jusqu'au moment où vous dites ok, c'est bon, on a réussi à faire monétiser le truc, ou on a de l'attraction, ou voilà, il y a vraiment de l'appétence pour ce que l'on fournit. Et à ce moment-là, vous avez votre product market fit et vous passez à une autre étape de votre boîte. Et là, vous avez passé à une étape qui est complètement différente, c'est l'étape de la croissance. Donc là, on va étudier un funnel que nous, on utilise en interne chez Brigade, qui est composé de 5 étapes, qui sont toutes complémentaires. Et ces 5 étapes, moi j'aime dire que c'est ce qui définit la growth de votre entreprise. Donc là, les étapes, elles sont dans un ordre logique. C'est qu'on parle d'abord d'acquisition, on fait en sorte d'acquérir de nouveaux utilisateurs sur la plateforme, et ensuite on va les activer. Donc une fois qu'un mec a créé son compte, c'est très bien, vous avez fait de l'acquisition, il a créé son compte, il est en base de données, bravo, mais il ne vous utilise pas encore. Donc après, il y a une étape, c'est de l'activation. C'est comment faire qu'un mec qui vient de s'inscrire va vous utiliser. Je
Par exemple de Blablacar, comment un mec qui vient de s'inscrire, eh ben, il va décider de prendre son premier ride, ou il va décider de proposer son premier ride. Ça, c'est hyper important, l'activation. Les gens ont tendance à vite l'oublier, mais au final, c'est pas parce que le mec s'est inscrit chez vous qu'il va vous utiliser. Il y a vraiment des leviers à mettre en place pour que la personne, justement, commence à devenir un véritable utilisateur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la rétention. La rétention, c'est que la personne, elle reste chez nous. Et pas tomber dans le problème que beaucoup de marketplaces ou même beaucoup de boîtes ont tout court d'applications, c'est le syndrome de remplir une baignoire percée. C'est que vous allez bombarder sur l'acquisition à fond, sauf que les mecs, ils vont utiliser 4 jours et après se cassent parce qu'en fait, votre truc, ça correspond à aucune problématique. Donc la rétention, c'est de faire en sorte que les gens restent sur la durée et qu'ils ne se transforment pas en ce qu'on appelle des churners. Les churners, c'est les gens qui arrêtent de vous utiliser. Une fois que vous avez de la rétention, après, on va se concentrer sur le repeat. Donc le repeat, c'est faire en sorte que les gens vous utilisent de plus en plus. C'est que la personne va utiliser de plus en plus Blablacar. C'est que la personne va passer de plus en plus par brigade pour ses demandes de staff. Et ensuite, après, on a ce qu'on appelle le referral. Donc ça, c'est quand vous avez réussi à toute cette partie des funnels. Referral, c'est que cette personne dit « J'ai trouvé une super app pour trouver du travail pour des missions d'extra. Ça s'appelle Brigade. Et tu devrais y aller parce que je vais te parrainer, je vais te passer un code, tu vas l'inscrire, tu vas gagner 20 balles et je vais gagner 20 balles aussi. » Et ça, le referral, c'est vraiment le bout de chaîne. Si vous n'êtes pas capable d'avoir un service qui fonctionne avant, personne n'ira vous faire du referral. Vous pourrez mettre, je te donne 200 € si tu me parraines quelqu'un, mais qui va se dire, mais pourquoi j'irais parrainer ce truc-là? J'ai pas envie de dire à mon pote, tiens, je te passe un mauvais plan, mais je me fais 200 €, c'est cool. Donc ça, c'est vraiment la dernière étape. Donc maintenant que je vous ai fait un petit peu tout ce workflow logique, on va revenir un petit peu sur quoi vous devez prioriser votre attention. Donc c'est pas sur l'acquisition, pour la simple et bonne raison, ce que je vous ai dit juste avant, c'est que l'acquisition, si vous faites de l'acquisition pour que les gens au final ils se barrent, ça ne sert pas à grand chose et l'acquisition ça coûte cher. Parce que l'acquisition c'est des budgets marketing, ça va être de l'acquisition online, offline. Online ça va être Facebook et Google, donc c'est des budgets market. Offline ça peut être la radio, la télé ou la pub dans le métro. Et dans tous les cas ça va vous coûter une blinde. Donc l'acquisition, quand vous en faites, c'est que derrière vous savez que les gens vont rester chez vous, parce que sinon c'est pas la peine. Donc d'ailleurs, au tout début, vous avez focus sur la rétention. C'est que vous voulez que vos utilisateurs ils restent le plus longtemps possible chez vous. Parce qu'ils aiment ce que vous faites, parce que ça répond à une problématique. Donc vous devez focus sur la rétention. Même si vous avez 50 utilisateurs, votre pool de bêta-testeurs, faites juste en sorte qu'ils soient tous satisfaits, ou de la grande majorité. Une fois que vous avez ça, vous allez vous dire, OK, ils sont satisfaits de la solution que je leur apporte. Deuxième étape, comment je fais pour qu'ils m'utilisent le plus souvent possible? Parce que c'est là où vous allez vous faire de l'argent, c'est sur le repeat. Souvent, sur ce funnel-là, les gens, soit ils appellent ça... c'est sur le repeat ou le revenu. Ce que j'allais dire justement, c'est que souvent les gens qui appellent ça le repeat, c'est le revenu aussi. C'est justement le fait que vous avez quelqu'un qui est inscrit, qui aime ce que vous faites, maintenant comment vous faites de l'argent avec lui. Okay, et ça c'est pareil, ça c'est le plus important après la rétention. Une fois que vous avez fait ça, ça ne sert à rien de faire de l'acquisition à fond si vous n'êtes pas foutu d'activer les mecs derrière. Donc vous allez d'abord focus sur l'activation. L'activation, c'est, comme je vous l'ai dit juste avant, faire en sorte qu'une fois que quelqu'un s'est inscrit, il vous utilise le plus rapidement possible. Comme ça, il rentre dans votre funnel. Après, vous mettez des leviers de rétention et ensuite des leviers de referral, de repeat et ensuite des leviers de referral. L'activation, c'est hyper crucial. Des fois, c'est tout con. Ça peut être des push notifications pour inciter le mec à vous utiliser. Et il va se dire, c'est vrai que je m'étais inscrit sur cette table, j'avais oublié. Bon, je vais essayer pour voir ce qui se passe. Et une fois que vous déclenchez ça, après, vous déclenchez tout le reste. Donc une fois que vous avez bossé votre activation et que vous avez une conversion qui est assez élevée, que vous jugez être assez élevée, là, ensuite, vous pouvez vous concentrer sur l'acquisition. Et là, vous pouvez commencer à scaler votre base d'utilisateurs. Okay, et ensuite, on a le referral. C'est qu'une fois que vous avez des utilisateurs qui restent sur la durée, qui font du repeat, donc qui vous utilisent souvent, que vous savez activer et que vous avez scalé l'acquisition, là, vous avez un cercle vertueux qui s'installe. Et la dernière étape, c'est faire en sorte que vos utilisateurs deviennent vos ambassadeurs auprès de leurs proches. Parce que ça va coûter beaucoup moins cher que de l'acquisition. Et ça peut vous permettre, je ne vais pas dire de scale sur des milliards, mais ça peut être un très très bon levier d'acquisition. Donc à ne surtout pas sous-estimer. Mais ça encore, il faut le faire au bon moment. Il ne faut pas le faire quand votre produit il est encore un peu à moitié fonctionnel, que les gens ils churnent énormément, etc. Parce qu'au final, ça ne va servir à rien. Ça peut même vous discréditer, parce qu'ils vont se dire pourquoi j'irais proposer à mes potes, à ma famille, à mes collègues, un truc où même moi je ne suis pas satisfait. Donc on a un petit peu parlé de l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est-à-dire de justement comment on fait pour trouver ce product market fit, et une fois qu'on a ce product market fit, sur quoi on focus. Maintenant on va voir un petit peu ensemble les tools. Donc encore une fois, les tools, j'y vais très mollo. Je vais vous parler des tools qui sont bien pour tester les choses, parce que c'est ça qui va vous intéresser au début, c'est de tester les choses vite et de façon efficace. Donc on ne va pas parler de design pattern, d'anti-pattern, d'architecture, d'infrastructure. On va juste trouver les outils les plus simples pour vos besoins. Donc c'est pas une liste exhaustive encore une fois,
mais c'est juste pour vous un petit peu vous ouvrir l'esprit sur des outils qui existent et que ça pourra peut-être vous aider pour vos idées d'entreprise. Et ensuite, deuxième point très important, n'allez pas réinventer la roue. C'est que, et ça, bon, encore une fois, Epitech 42, on est très fort là-dessus. Au début, on arrive en première année, on a le droit de rien utiliser, donc on refait tout nous-mêmes. C'est génial, ça nous permet d'apprendre, mais c'est exactement l'inverse qu'il faut faire quand vous êtes en entreprise. Vous allez vous concentrer sur votre proposition de valeur. Vous n'allez pas vous concentrer pour faire un truc qui existe déjà, où il y a un SaaS qu'il faut payer 50 balles. Vous allez payer les 50 balles parce que ça vous permet d'avancer beaucoup plus vite. Et votre valeur ajoutée, elle n'est pas sur refaire un énième SaaS, refaire un truc d'envoi de SMS. Il y a des SaaS qui existent qui sont super pour ça. Pareil pour les envois de mails. Vous n'allez pas faire un serveur de mail, tout le monde s'en fout. Vous allez vraiment vous concentrer. Là où vous allez coder, en fait, c'est seulement sur qu'est-ce qui définit votre produit, votre idée, votre boîte. Tout le reste, vous utilisez des SaaS que vous interconnectez avec Zapier, avec IFTTT. On s'en fout. Vous n'êtes pas là pour faire des trucs beaux, vous êtes juste là pour faire un truc qui fonctionne. Donc au niveau des tools, j'ai divisé dans plusieurs catégories. Donc sur la partie marketing, pourquoi j'ai mis ça en premier, c'est que, encore une fois, qu'est-ce qui vous intéresse vous, c'est d'avoir les retours de vos utilisateurs. Donc j'ai mis par exemple deux icônes. La première c'est Intercom, c'est ce qui vous permet d'avoir le petit chat, vous savez, sur votre website, qui vous permet de communiquer directement, enfin que vos utilisateurs communiquent directement avec vous. Ça c'est hyper important parce que c'est ce qui vous permet directement d'avoir des retours en live de je comprends pas ce bouton. Quand je clique, il ne se passe rien, ou je ne m'attendais pas à qu'il se passe ça, ou au fait, elle est où cette information, elle était là la semaine dernière, je ne la trouve plus. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir des feedbacks en live, et ça, c'est vraiment, je peux vous assurer, le top du top. Vous allez avoir Mailchimp. Mailchimp, c'est pour faire des campagnes marketing par email, avec des boucles. Donc, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un s'inscrit chez vous, et en plein milieu de l'inscription, il kill l'application. Du coup, vous avez quelqu'un qui est à moitié inscrit. Bah là, à ce moment-là, dès lors que vous avez son adresse email, c'est pour ça que c'est le premier truc qu'il faut demander, d'ailleurs, l'adresse email, c'est que vous allez lui mettre du 5, 6, 7, 8 mails, espacés d'une semaine à chaque fois, pour lui dire hello, on est là, tu peux encore l'utiliser, tu n'as pas failli t'inscrire, etc., etc. Et bah, Mailchimp, c'est fait pour ça. C'est un outil de marketing automation qui vous permet justement de créer des segments, de créer des funnels. Vous allez mettre votre utilisateur, par exemple, votre utilisateur arrête de vous utiliser subitement au bout d'un mois. Là, pareil, vous pouvez faire une boucle de mail. Tiens, on va te mettre un petit rappel. On existe, on est là, c'est cool, on a mis cette nouvelle feature, ça pourrait peut-être t'intéresser. Deuxième semaine, bon, tu veux toujours pas revenir, c'est dommage, on t'aimait bien. On va peut-être te mettre un discount, 10 € sur ta prochaine commande, j'en sais rien, pour t'inciter à revenir et nous réutiliser, etc. Donc ça, c'est parfait. C'est très facile à mettre en place et ça vous permet, encore une fois, de vite itérer sur votre funnel qu'on a vu juste avant. L'analytics, ça c'est ce qui vous permet d'étudier le comportement de vos utilisateurs. C'est que maintenant vous savez comment communiquer avec eux. Maintenant, il faut justement pouvoir étudier leur comportement. Donc très simple, Google Analytics, Facebook Pixel. C'est notamment très utile pour les campagnes marketing que vous allez faire sur Google et Facebook. Mais aussi Mixpanel, que vous connaissez peut-être moins. Mixpanel, c'est simple, vous allez mettre des events dans votre code qui vont se propager directement sur Mixpanel. Et à partir de là, vous pouvez designer des cohortes. Donc en gros, je donne un exemple très concret encore une fois. Vous avez décidé de targeter une nouvelle audience sur Facebook. Avant, vous preniez les 30-60 ans, puis vous vous êtes dit, tiens, on va tester les 18-29 ans. Puis je voudrais savoir un petit peu si les 18-29 ans, ils utilisent plus l'application et le service que les 30-60 ans. Donc vous allez créer vos cohortes là-dessus, et vous allez voir effectivement si il se trouve que la tranche d'âge plus jeune elle a tendance à churner plus facilement, mais ceux qui ne churnent pas, ils font beaucoup plus de repeats. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que ça vous permet justement de détecter et de voir justement si une population utilise différemment ou pas votre application. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va faire quelque chose sur votre service, vous voulez juste envoyer un event en disant cette personne, cet user précis, il vient de passer une commande, il vient d'ouvrir l'application, il vient de cliquer sur ce bouton, il vient de faire ci, il vient de faire ça. Et du coup, à partir de là, vous pouvez faire des analyses très précises pour définir c'est qui vos meilleurs utilisateurs et ensuite les targeter par exemple en acquisition pour se dire on va se concentrer l'acquisition là-dessus parce que c'est là on aura le meilleur ROI, c'est là on aura le coût d'acquisition le plus faible. Et ensuite des CRM, donc ça c'est plus pour la partie des commerciaux. Les CRM, c'est ce qui va permettre justement de, par exemple, vous avez ce qu'on appelle un lead entrant, un prospect, que vous allez essayer de convertir en tant que commercial. Et donc vous allez avoir plusieurs étapes, le calling ou l'emailing, le rendez-vous physique si besoin est ou pas. Et en gros, ça c'est ce qui va vous permettre de savoir sur tous vos prospects, où est-ce que vous en êtes avec eux, est-ce que vous avez besoin de les relancer. Bon, le mec, il avait dit qu'il allait me rappeler pour fixer un rendez-vous avec moi, il ne l'a pas fait. Il y a un mail de relance qui va automatiquement partir.
ou il y aura directement une alerte qui va me dire rappelle-le, tu as oublié de le rappeler pour fixer le rendez-vous avec lui. Donc pareil, ça c'est encore une fois, hein, ça c'est très opérationnel, on ne parle pas trop de tech, mais au final c'est ce qui va vous aider à tester votre business. Parce que même si vous êtes CTO de votre propre boîte, je peux vous assurer qu'au début, s'il faut passer des co-clients, vous allez les passer aussi. Parce que vous n'aurez personne d'autre pour le faire, à part vos associés, ils auront beaucoup de travail aussi. Donc c'est pour ça que je fais exprès dans cette présentation de parler de ça aussi, qui ça n'a rien à voir, je pense, avec les autres présentations. On va parler beaucoup plus de tech, etc. Mais quand vous montez un projet, au final, vous allez tous être un peu à 360 degrés. Sauf que vous, en plus, vous avez la responsabilité de la tech parce qu'il n'y aura que seulement vous qui serez capable de la faire. Parce que pour le coup, c'est très compliqué quand on ne sait pas coder de s'y mettre et d'être efficace. Mais vous, en plus, pour vous ouvrir sur les besoins du produit, vous aurez aussi besoin d'avoir le nez dans l'opérationnel, dans le market, dans les sales, dans le SAV, dans tout le reste. Alors, je ne vous dis pas que vous allez faire ça tout le temps, mais moi, encore à l'heure actuelle, je fais partie de tous les meetings stratégiques sur le business, sur le market, à tous les niveaux. Moi, la stratégie de la boîte, je la draft avec mon associé. Donc, on bosse tous les deux dessus. Je m'occupe de la stratégie du produit et la stratégie de la tech derrière. Mais si je veux avoir une stratégie produit pertinente, il faut que je sache c'est quoi aussi les besoins du business, du market, des opérations, du care, etc. Et après, si je veux avoir une stratégie technique qui soit en adéquation avec les besoins produits, il faut que je connaisse absolument tout avant, quoi. Parce que sinon, ok, je vais donner des choix techniques qui potentiellement vont taper complètement à côté de la cible. Finalement, l'entrepreneuriat, c'est être pragmatique. C'est vraiment ça, c'est juste d'être pragmatique. Donc il faut savoir en fait mettre l'effort sur les besoins précis, il faut savoir les mettre au bon moment. Si vous avez besoin de scale, si vous dites ok, je vais faire une infra qui va me permettre de scale, est-ce que vous avez besoin de scale maintenant ou pas? C'est la première question. Donc il faut vraiment se dire, je vais mettre l'effort, je vais faire les choses, je vais investir, parce qu'au final c'est de l'investissement, parce que ça vous coûtera du temps et de l'argent. Et en fait, c'est juste se dire à quel moment il faut investir. Parce qu'on a tous envie de faire des super trucs, d'avoir une tech, on est hyper fier de la montrer, se dire putain, on a fait ça, c'est de la balle. On a ce service qui tourne et tout, il est super bien codé, test unitaire 100%, top, j'ai du test end-to-end, c'est de la balle. Mais au final, est-ce que vous en avez vraiment besoin quand vous testez quelque chose au début? La réponse est non. Vous avez plutôt intérêt à tester 3 business models différents plutôt que faire vos tests unitaires au tout début. Par contre, après, il faudra les faire. Parce que si vous voulez avoir un service qui soit pérenne et que les gens y aient de la rétention, le premier truc pour qu'il y ait de la rétention, c'est que votre service il fonctionne. Donc pour ça, il faut que derrière, ça soit testé pour que ça fonctionne effectivement sur la durée. Donc au niveau des tools, je vous ai parlé tout à l'heure aussi un peu d'automation. C'est que vous utilisez, admettons, plein de SaaS, mais vous avez besoin de les faire communiquer. Il y a 2 outils pour ça, 2 autres SaaS d'ailleurs. C'est Zapier et IFTTT. Bon, j'imagine que ça, vous les connaissez assez bien. S'il y en a qui aiment bien faire un petit peu de domotique ou d'IoT, c'est assez utile. Après, pareil, il y a des dashboards, ce qui vous permet de monitorer un petit peu les datas d'utilisation de votre service, comme Clipfolio par exemple, et même pouvoir créer des interfaces de back-office avec Forest. Parce qu'en fait, je vous donne un exemple tout bête, vous avez créé votre outil, c'est génial. Après, derrière, vous avez créé votre projet, votre produit, c'est génial. Mais derrière, il faut que vous ayez une interface d'administration de cet outil-là. Et souvent, ça prend un peu de temps à coder, vous n'avez pas forcément le temps de le faire, etc. Et il existe des outils tels que Forest qui vous permettent assez rapidement de plugger une sorte de SaaS, de back-office directement sur votre base de données ou sur une API privée. Et ça vous permet de vous mâcher un peu le travail. L'idée, c'est de vous mâcher le travail au début pour que le plus possible de votre temps, vous le consacrez à ce qui fait avancer votre produit, votre projet. Et tout le reste, je ne vais pas dire vous l'outsourcez dans le sens où vous prenez d'autres développeurs pour le faire, quoique ce n'est pas forcément une mauvaise idée, mais vous allez utiliser des outils qui vont permettre de vous mâcher le travail, de répondre à 80% de votre besoin, parce que ça sera fair enough, et comment vous concentrer sur ce qui a de la valeur ajoutée pour votre boîte. Et par exemple, je prends aussi un exemple pour le paiement, il existe des centaines de prestataires sur Internet. Pareil, allez pas chercher l'optimisation de machin coûte 1 centime de moins que machin sur une transaction, on s'en fout. Donc pour l'exemple, on est sur Stripe. Stripe, c'est un des plus gros, voire le plus gros en ce moment, parce qu'ils ont une très grosse croissance, et ils nous facilitent énormément la vie. Alors oui, certes, ils sont un peu plus chers, mais je préfère utiliser un truc qui fonctionne à l'international, parce que là, on commence à avoir des problématiques à l'international, où je sais que si je vais dans un pays X ou un pays Y, j'aurai le même niveau de service, la même fonctionnalité, plutôt qu'à chaque fois me dire c'est bien, ça marchait bien pour la France, je vais me lancer au UK, ça marche pas. Du coup, il faut que je refasse une intégration de paiement. Mais j'ai économisé 3 centimes, je suis content. Au final, ça va vous faire plus de problématiques, ça va vous ralentir sur des développements logiciels, sur des fonctionnalités qui ont un véritable intérêt pour votre boîte, encore une fois. Donc, moi pareil, je suis quelqu'un de très pragmatique, je suis pas quelqu'un qui a la science infuse. J'ai besoin d'un truc, je vais juste prendre le meilleur. Même si c'est un peu plus cher, je sais qu'au final, je serai gagnant. Parce que le jour où je vais avoir de la croissance et que je veux m'internationaliser ou que je veux rajouter de la complexité ou faire de nouvelles choses, in fine, je sais que j'ai le meilleur outil pour le faire. Donc oui, ça m'a coûté un peu plus cher au début, mais c'est justifié.
Voilà. J'espère que cette présentation vous a plu. Je serais ravi de répondre à vos questions. Et si vous avez envie de voir une startup en pleine croissance, on recrute énormément. On recrute 10 personnes sur la partie tech, on recrute même plein d'autres profils. Donc si vous êtes intéressé pour en savoir plus ou nous rejoindre, mon adresse email c'est jean@brigade.co. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais peut-être faire circuler le micro pour les questions. Ok Thibaut. À quoi ça vous a servi de lever des fonds au début? Alors, à quoi ça sert de lever des fonds au début? Alors, tu fais référence à la première levée de fonds, j'imagine? Alors, la première levée de fonds, bah, en fait, c'est que nous, on est une marketplace. Donc, par définition, merci. Par définition, une marketplace, c'est un produit assez complet. Parce que on gère la mise en relation. Donc, on a de l'algorithmique qui tourne maintenant. On a fini le fichier Excel. On va avoir donc du paiement, comme je disais, de l'envoi d'SMS, des push notifications. On a une mobile application. On va avoir plein de choses. Et que du coup, on avait besoin de développeurs. Donc, développeurs, ça coûte cher. Donc, il fallait les payer. On avait besoin de commerciaux après pour vendre la plateforme, même si on avait peu d'utilisateurs, mais on a besoin d'avoir des commerciaux qui vont faire du démarchage et qui vont ensuite après maintenir la relation avec nos établissements partenaires pour faire en sorte de s'assurer qu'ils soient bien contents de ce qu'on leur propose. Au final, même si on a une armée de stagiaires, il faut bien les payer. Et que du coup, le problème, c'est qu'au début, même si on a tous mis un peu d'argent dans la boîte des associés, in fine, on avait besoin d'accélérer, même de continuer à mettre de l'essence dans le réservoir. Et du coup, on a fait une première levée de fonds. On s'est dit, bon, on n'a pas encore un truc nickel, mais on a de l'attraction, on a de l'intérêt, on a de l'appétence. On cherche à lever pour trouver notre product market fit. Et des gens du milieu, des entrepreneurs se sont dit, ah, j'aime bien ce que vous faites. Effectivement, je pense que vous avez raison de creuser dans cette direction, parce que je pense qu'il y a un truc à faire. Je mets un ticket pour voir. C'était ça un peu l'état d'esprit. La V1, c'était tout et n'importe quoi. C'était, on se lance sur le marché, on teste tout jusqu'au moment où on trouve le product market fit. Donc c'est pour ça qu'on a, en fait, V1, V2, c'était pas vraiment des versions définies du produit, c'était plutôt des étapes dans la vie du produit de Brigade. La V1, c'était, il y a eu V01, 02, 03, et la V2, c'est ok, on a notre product market fit, on y va quoi. Bon, déjà, merci. C'était assez instructif, surtout sur la partie back-office, parce que il y a des talks qui arrivent sur Forest d'ici peu là. Deuxième chose, j'ai plein de clients pour vous. Parce qu'il y a déjà 3 ou 4 ans, en fait, j'étais dans un créneau parallèle et j'entendais souvent les patrons d'établissement en fait, se plaindre de ça et me demander carrément est-ce qu'il n'y a pas une appli pour faire ça, en fait, et vous arrivez aujourd'hui. Question, est-ce que tu peux décrire un peu plus l'équipe fondatrice? Tu as dit que c'était important, mais j'aimerais que tu parles un petit peu de ton cas. Ouais, carrément. C'est un bon point. C'est vrai que j'en ai pas parlé. My bad. Au début, on était 3. Moi sur la partie produit et tech, obviously. Et 2 associés. Donc un associé que j'ai rencontré il y a 4 ans et demi qui s'appelle Florent. Florent, j'ai travaillé dans sa précédente boîte. Il avait cofondé Printic. C'est une application pour envoyer des photos depuis son smartphone et les recevoir dans toute la planète. Donc on uploadait directement ces photos, on pouvait faire une box, un poster, tout ce qu'on voulait, et après c'était envoyé depuis un imprimeur directement chez soi. J'ai bossé pendant 1 an et demi là-bas, on a beaucoup sympathisé. Lui à l'époque, c'était sa 2e boîte déjà, et casquette beaucoup plus commerciale, marketing. Donc il est CEO de l'entreprise parce qu'il a cette vision de la stratégie financière d'une boîte, la stratégie même de manière générale, et c'est lui qui pilote aussi le pôle business et le pôle market. Il y a 1 an encore, on avait un 3e associé qui est parti depuis pour des raisons perso, qui lui, pareil, profil école de commerce, mais il avait bossé chez Google, Microsoft, sur la partie relations clients avec des small and medium businesses. Donc lui, par exemple, il connaissait bien les restaurants, la restauration. Donc c'était lui qui chapeautait toute la partie commerciale à l'origine de Brigade avec la relation avec les restaurateurs et les indépendants. Donc il avait la casquette de COO, donc c'est Chief Operation Officer. Est-ce que ça répond à tes questions? Tout à fait. J'en avais une deuxième, mais j'étais en train de relire là. Est-ce que tu peux décrire un petit peu plus, tu as parlé donc, de la façon dont vous essayez d'avoir de la rétention côté, on va dire, supply, côté indépendant. Est-ce que vous avez mis en place d'autres initiatives que l'histoire de la mutuelle moitié prix pour garder justement ces gens-là qui sont un peu votre...
votre produit aujourd'hui? Alors, en fait, dans le cas de Brigade, la rétention, oui. Ouais, on a des leviers, effectivement, sur de la formation. On propose des formations gratuites basées sur le bénévolat, où en gros, on va avoir donc, ce qu'on les appelle les brigadeurs, nous les indépendants qui travaillent sur Brigade. On va avoir des brigadeurs un peu plus seniors qui vont être des chefs de rang expérimentés et qui vont, par exemple, on va proposer à ces gens-là d'assister, de conseiller, de former sur une session de 1, 2, 3 heures maximum. Des chefs de rang un peu plus juniors, par exemple pour tu as envie de faire des missions dans le service, mais tu n'as jamais travaillé avec un traiteur. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les missions de traiteur, parce que c'est assez différent des missions de la restauration. Donc en fait, on organise ça et tout un tas d'autres petites choses qui vont permettre en fait, la principale chose, c'est l'effet de communauté. C'est que les gens, ils se disent, Brigade, c'est un peu une famille, quoi. On s'entraide, on serre les coudes, on a accès à des deals promotionnels avec des partenaires. J'ai envie de faire partie de ce groupe-là, de cette famille. Donc on a une relation qui est hyper privilégiée avec eux. Il faut savoir que nous, dans l'inscription des brigadeurs sur notre plateforme, il y a une étape où on leur demande de venir au bureau, soit à Paris, soit à Lyon, parce qu'on a 2 bureaux, un à Paris et un à Lyon. Et ils vont rencontrer notre équipe et ils vont faire une session de groupe. On va leur expliquer le fonctionnement de Brigade. Ok, donc comment tu vas recevoir un SMS, comment tu réponds à ce SMS. Tu réponds oui, tu réponds non. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu as répondu oui? Ça veut dire que tu as dit que tu étais disponible. Donc tu t'es engagé à effectuer la mission avec nous. Donc ça veut dire que si tu t'es engagé avec nous, si tu ne la fais pas, bah forcément, tu n'auras plus ta place sur la plateforme. Ou il faut que tu nous préviennes 6, 8, 24 heures à l'avance, etc. Et en fait, si tu veux, c'est que dès le début, on va créer un lien avec eux, assez fort, assez communautaire, où on leur propose un café. Enfin, vraiment, c'est pas comme une agence d'intérim où c'est ultra froid, tu mets ton CV, tu te casses, et les mecs ils te rappelleront s'ils veulent. Là, vraiment, on leur monte un peu les locaux, on leur fait une belle photo d'eux avec un fond orange. Ils ont tous la même photo très souriante, etc., que les entreprises vont voir quand ils vont les accueillir. Donc là, c'est vraiment cet effet waouh un peu qu'on essaie d'instaurer. Et après, sur la continuité, avec justement des partenariats, on vient de faire un partenariat avec Shine, qui est la banque des auto-entrepreneurs, qui permet, en fait, qui est l'outil administratif plus la banque pour les auto-entrepreneurs. Donc pareil, on leur a fait un deal avec eux, un deal avec la mutuelle. On a encore plein d'autres idées de gamification, mais je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. Oui, bonjour. Jean ? En fait, si j'ai bien compris, c'est un peu de l'intérim, spécialisé dans la restauration, si je résume grossièrement. Et donc, la question, c'était de savoir si vous vous voyez comme ça et si vous voyez la boîte progresser vers d'autres domaines qui ne soient pas la restauration, qui soient toujours d'une forme ou d'une autre d'intérim. Alors, effectivement, on répond aux mêmes problématiques que l'intérim. Après, nous, on a un rôle qui est très différent parce que nous, on s'adresse à des gens qui font des extras. On leur dit, tu veux être extra, tu t'inscris sur notre plateforme et nous, on est apporteur d'affaires. Donc, nous, on est régi, si tu veux, on est régi nous, en fait, si tu veux, on n'a pas le statut d'agence d'intérim du tout. Et nous, d'un point de vue légal, on est régi sous la juridiction des plateformes. Donc c'est quelque chose de différent. C'est un peu comme tu dis, Uber, c'est une société de taxi. Non, ça fait le service rendu à l'utilisateur final. Ça, ok, tu fais une course d'un point A à un point B, effectivement, mais derrière, tout le fonctionnement est complètement différent. Pour répondre à ta deuxième question de est-ce qu'on va le faire dans un autre secteur d'activité, la réponse est oui. Nous, pour l'instant, on l'a fait dans l'hôtellerie-restauration, parce que c'est un secteur que nous, cofondateurs, on connaissait très bien. Et c'est un très gros secteur, hein, ça représente 25% de l'intérim mondial, c'est en constante croissance. Sur Paris, tu as énormément de restaurants, donc c'était un peu une aubaine de se dire, voilà, on va commencer par ça. Mais nous, tout ce qu'on a fait sur le produit et sur le côté tech, et surtout sur la partie algorithmie et data, qui est vraiment le cœur de Brigade, ça a été fait de façon à être agnostique à l'hôtellerie-restauration. Nous, notre vision, pour développer un petit peu, c'est d'être l'outil qui permet de connecter des supply et demand sur des missions de courte durée. Donc une mission chez nous, en moyenne, c'est 8 heures, sur les métiers col bleu. Donc ça va être, on ne fera jamais du freelance designer, du freelance développeur, du manager. On va faire, nous, par exemple, on peut très bien imaginer Brigade sur la construction, sur la santé, sur l'éducation, sur le retail, sur la restauration, sur des industries qui sont systématiquement en flux tendu. Et intrinsèquement à ces industries-là, ils ont besoin d'avoir une variable qu'ils externalisent tout le temps. Et nous, on souhaite être la meilleure réponse pour ça et de dire, voilà, on n'est pas là pour être un fossoyeur de CDI, pas du tout. Nous, ce qu'on dit juste, c'est que de la restauration, en fonction de la météo, en fonction de si c'est les vacances et qu'il n'y a personne à Paris, ou au contraire qu'il y a un match de foot et que du coup ça va être rempli, eh ben, ils vont avoir besoin de staff en plus. Ils vont avoir besoin de cette fameuse variable. Et cette variable, c'est ce qui leur prend le plus de temps. C'était ma première slide.
c'est ce qui leur prend le plus de temps à gérer parce que c'est l'enfer, il n'y a pas de process. Le mec était là, il est plus là, il est pas dispo, il est dispo, il a de l'absentéisme, il est en retard, etc., etc. Et nous, en fait, ce qu'on veut faire, c'est d'être la solution qui leur apporte le plus de stabilité pour gérer cette variable-là et que eux, ils se concentrent vraiment sur leur entreprise, la faire prospérer, leur staff d'interne qui vont être un peu qui vont gérer justement ces extras, avoir les meilleurs mecs en CDI qui vont vraiment représenter l'âme de l'établissement et se dire ah j'adore cet établissement, ce que ça va, il est génial, etc. Mais que derrière, après, toute cette partie variable, elle soit externalisée entre guillemets avec nous, où on est vraiment un prestataire de confiance. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de cette vocation d'entrepreneur et justement des hauts, des bas et de pourquoi tu as choisi ça? Ok. Pourquoi j'ai choisi ça? Écoute, j'ai toujours eu envie. En fait, moi, je n'aurais pas fait d'informatique ou de développement. Je pense que j'aurais fait une école de commerce pour faire de l'entrepreneuriat. Bon, j'ai grandi un peu dans ce milieu-là parce que mes parents, ils ont monté des TPE depuis 30 ans. Donc, pas du tout l'entrepreneuriat start-up tel qu'on connaît aujourd'hui, quelque chose de beaucoup plus artisanal. Mais en fait, moi, j'ai connu ça toute ma vie et je savais qu'un jour, j'avais envie de monter un projet parce qu'en fait, j'aimais ne serait-ce que cette idée de se dire je vais construire quelque chose et vraiment mettre à risque là-dessus. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et du coup, moi, j'avais ces deux passions qui étaient la tech et l'entrepreneuriat. Et bon, la tech était prédominante. Et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, c'est une belle façon de relier les deux, d'être entrepreneur dans la tech et d'avoir justement cette responsabilité sur le produit et la tech. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Après, sur les hauts et les bas, je peux donner un cas, encore une fois, hyper concret, qui n'est pas si vieux que ça. On a eu notre premier procès. Donc une agence d'intérim qui nous avait attaqué pour concurrence déloyale. Voilà, qui nous dit voilà, ce que vous faites c'est pas bien parce que vous êtes moins cher que nous, c'est faux. Preuve à l'appui. Vous avez des faux indépendants qui font du travail dissimulé, c'est faux aussi. Mais par A plus B on leur a démontré tout ça. Et effectivement, il se trouvait qu'à ce moment-là, on était sur plein de chantiers stratégiques qu'on était en train de faire tous rentrer dans un goulot d'étranglement parce qu'on avait besoin que tout atterrisse au même moment. Et puis au milieu de ça, procès. Le problème, c'est qu'à un moment où il y a eu le procès, tous ces chantiers-là qui étaient hyper importants pour la boîte, on avait dû les mettre, les décaler. Et le procès, si on le perdait, qu'est-ce qui se passait? On n'avait plus le droit d'exercer. Donc je ne vais pas dire que j'ai passé la meilleure période de ma vie, parce qu'on recrutait énormément, parce qu'on lançait une nouvelle ville, parce que si, parce que ça, et tout. Et donc beaucoup d'insomnie, beaucoup de stress et tout. Mais après, on a gagné le procès. Le juge a été dans notre sens, pas dans le sens favoritisme, mais il a juste reconnu que la personne qui nous attaquait faisait ça par pur opportuniste et que c'était complètement infondé. Et il a été complètement dans notre sens et il s'est dit, effectivement, je reconnais que Brigade, ce que vous faites, vous êtes effectivement sous la juridiction des plateformes, vous respectez complètement les règles, j'ai rien à vous dire, circuler, il n'y a rien à voir. Et là, on s'est dit, c'est ce qu'on espérait, mais bon, il y a toujours ce stress quand on a ces avocats qui vont à la barre, les avocats de la partie adverse, à 9h du matin, ça fait toujours bizarre. C'est pas forcément la meilleure matinée qu'on passe. Donc voilà, donc c'était c'est pour ça que je te dis. Après, il y a des côtés géniaux. Tu signes un grand compte qui te fait une promesse de te faire 100 000 € de volume d'affaires par mois. Tu es hyper content, tu te dis c'est un super achievement, ça va faire vraiment progresser la boîte. Mais à côté, des fois, tu as des éléments que tu vois pas venir et tu es là, tu te dis maintenant, c'est pour moi. Enfin, pour moi, au sens moi et mon associé. Voilà, et c'est très dur à gérer, quoi. Donc en fait, c'est ça. Puis pareil, tu peux avoir des problèmes RH dans ton équipe. Tu vois, nous, on est quasiment 50. Statistiquement, tu commences à avoir des problèmes humains, quoi. Tu commences à avoir des gens qui n'ont jamais posé de problème ou tu as des histoires qui commencent à émerger et tout. Et toi, tu as ton rôle de manager. En plus du reste, et tu dois faire ton travail très bien parce que ce qui permet de scale ta boîte, c'est justement les gens que tu as, les anciens. Et ça peut être moi, j'ai eu pareil, j'ai eu des problèmes. Bon, je ne vais pas forcément entrer trop dans le détail aujourd'hui, mais j'ai eu des problèmes assez sévères avec certains employés qui marchaient très bien et qui, du jour au lendemain, un peu pétage de câble, etc. Il faut savoir gérer ça avec intelligence, avec recul. Il ne faut pas s'énerver. Il faut l'écouter, il faut comprendre. Sauf que derrière, on a sa journée de boulot, on a le procès qui attend. Enfin voilà, donc c'est ça. Mais après, si on aime ça, moi je sais que quand je suis en vacances, au bout d'un moment, je suis à l'étranger, je suis en vacances, au bout de 3 jours, je me prends une carte SIM mais je regarde mes mails, quoi. Parce que c'est un peu le côté impatience, quoi. Donc voilà, après, faut aimer ça aussi. Bonjour. Moi, c'était par rapport à l'entrepreneuriat pour passer, entre guillemets, le premier pas, enfin, pour faire le premier pas dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire,
comment dire ça, pour gagner en expérience dans l'entrepreneuriat, les clés selon vous, ça va être plus d'aller bosser dans une boîte, de lancer la sienne un peu tête baissée, enfin, pour on va dire gagner en expérience dans ce milieu-là. Selon vous, ce serait... Bon, tu peux me tutoyer. Alors moi, ce que je te dirais, c'est de travailler en startup. Parce qu'au final, si tu as envie de monter une startup, le meilleur moyen d'avoir les premiers patterns en tête pour monter sa startup, c'est d'avoir déjà vu ça avant, et c'est de travailler en startup du coup. Et moi, par exemple, pour donner mon exemple, j'ai jamais, enfin en fait, c'est con à dire, mais la plus grosse structure où j'ai travaillé, c'est Brigade. Avant, j'ai travaillé que dans les toutes petites startups, et c'est ce qui m'a permis d'apprendre énormément de cet écosystème, de toutes les problématiques, des mécanismes de levée de fonds, etc. Parce que j'ai eu de la chance de travailler dans des entreprises avant qui étaient vraiment très transparentes sur ces problématiques-là. Du coup, il n'y avait pas un effet de hiérarchie où je te dis pas la partie financière, etc. Non, non. Moi, je me rappelle que j'avais accès à toutes les informations dont je souhaitais, et si je posais une question, j'avais toujours une réponse. Et en fait, c'est tout ça, plus le fait d'avoir mon propre network que j'ai créé pendant mes études et après mes études, qui m'a permis d'être avec des gens pour constituer une équipe, justement, comme je le disais tout à l'heure. C'est ça qui est le plus important, in fine. Donc pour moi, en fait, dans la démarche de se dire j'aimerais un jour monter une boîte, je pense que le plus logique, à part si on a déjà une idée, on se dit il faut que je lance maintenant parce qu'il y a un truc à faire. Auquel cas fais-le, je te dis pas d'attendre 2 ans pour le faire. Mais si t'as pas encore d'idée, mais que tu dis un jour j'aimerais bien monter une boîte, mets-toi d'abord en ordre de bataille pour dire comment je pourrais faire pour au mieux me préparer en amont, quoi. Et pour faire ça, c'est aller bosser en startup, à mon sens. Merci. Oui. Juste une question sur... tu es en phase de croissance. Est-ce qu'il y a des seuils qui sont plus difficiles à franchir quand on passe de 5 personnes à 10, de 10 à 50, de 50 à 200 enfin, il y a des phases d'expansion où il faut changer de locaux, changer de statut juridique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? En fait, il y a plein de points que j'ai en tête quand tu me poses cette question. Statut juridique, on n'a pas eu de besoin. On a une SAS pour l'instant, ça scale plutôt bien. Non, effectivement, on a eu plein de problématiques. Déjà, nous, on a vraiment vu des différences. Au début, on s'est monté à 3. On est rapidement monté à une quinzaine. Maintenant, on est 45. Et c'est vrai que de 3 à 25, ça va un peu le côté un peu bande de potes, beaucoup de proximité, c'est cool. À 45, on a du middle management. Moi, je vais être honnête avec vous, des fois, quand il y a des nouveaux qui arrivent, je vais mettre un peu plus de temps qu'avant pour me rappeler leur prénom. C'est des petits phénomènes où des fois on regarde un mec qui est arrivé lundi au bureau, je me dis putain merde, je sais plus comment il s'appelle. Où il y en a 2 qui sont arrivés en même temps, je me dis attends, toi t'es sales ou t'es au market, je sais plus. Et c'est vrai que du coup, c'est des choses un petit peu. Ça c'est la partie marrante. La partie moins marrante, c'est qu'on apprend un peu du côté hard way, c'est que des fois on se dit avant il y avait des choses qu'on arrivait bien à gérer. Sauf que la boîte grossit, on a de plus en plus de travail, on doit plus se projeter, faire de la stratégie. Et gérer l'opérationnel quotidien, c'est plus délicat. Gérer le management quotidien, c'est plus délicat. Du coup, on doit commencer un peu à le déléguer. Du coup, on met en place du middle management. Mais en général, quand tu te dis ça, c'est que c'est déjà trop tard. C'est que tu as un projet qui est en train de partir en éclat, où tu as une équipe qui est plus productive, où tu commences à avoir des gens qui sont pas contents. Et c'est là où tu te dis, j'ai besoin d'avoir un mec qui m'appuie là-dessus. Donc après, tu te mets en ordre de bataille pour recruter la bonne personne. Et puis moi, en fait, étant très jeune, et c'est ma première boîte, et c'est la première fois que je bosse dans une boîte où il y a autant de personnes, parce que je suis un des cofondateurs, pour moi, la meilleure façon de justement gérer cette vague, c'est déjà de la prendre soi-même, c'est de prendre l'eau. C'est pour ça qu'il faut aimer travailler et se battre, parce qu'à chaque fois, il faut prendre l'eau. Et une fois que tu as pris l'eau et que tu t'es dit, OK, j'ai compris ce qui se passe, tu te dis, j'ai compris c'est quoi mon besoin. Parce que si tu te dis, je pense que dans 3 mois, j'aurai ça, donc je vais recruter en amont, tu es sûr que tu vas recruter soit la mauvaise personne, soit une personne qui ne servira pas à la bonne chose, ou soit quelqu'un qui n'a rien à faire dans la boîte parce qu'il y a pas, en fait, t'as pas le besoin. Donc moi, ma façon de faire, après, encore une fois, je laisse les gens juger là-dessus, c'est en général quand je sais qu'il va y avoir un truc à gérer, je commence à le gérer moi-même. Et une fois que j'ai un petit peu compris c'était quoi les tenants et les aboutissants, après je vais mettre quelqu'un là-dessus. Donc ça peut être sur du management, ça peut être sur un truc hyper technique, ça peut être sur autre chose. Ça, c'est le premier point. Après oui, changer de locaux. Ça aussi, nous en 2 ans et demi, on a changé 4 fois de locaux. Ça a été aussi une belle gymnastique logistique parce qu'en plus c'est très compliqué de chercher des locaux à Paris d'une certaine taille. Là on a 300 mètres carrés, on se dit 300. Nous on les a pris il y a 1 an les 300 mètres carrés. Même pas. À l'époque on avait pris 150 mètres carrés et il se trouve que 3 mois après l'étage du dessus s'est libéré. Et quand on avait pris 150 mètres carrés, sachant qu'on venait d'un cowork qui faisait 30 mètres carrés, on s'est dit large, largissime, large. 2 mois après on s'est dit on prend l'étage du dessus. Et on s'est dit non mais c'est bon, 300 mètres carrés, 1 an et demi, 2 ans, tranquille.
Et c'était quoi? En novembre, on s'est dit, après 6 mois, on s'est dit, en fait, on va avoir un problème. C'est que dans 3 mois, on va commencer un peu à déborder et ça va être ingérable. Et en plus de ça, on a eu l'effet 2 étages. Et l'effet 2 étages, c'est un effet qui est terrible, que je recommande à personne. Et du coup, ça casse un peu la culture d'entreprise parce que les gens, ils se voient plus en fait. C'est que les mecs qui vont au deuxième, ils vont y aller avec l'escalier, les mecs qui vont au troisième, ils vont avec l'ascenseur. Et du coup, les mecs, ils se disent pas bonjour, ils se voient beaucoup moins qu'avant. Du coup, il commence pas, je vais pas dire des tensions, mais on commence à avoir une petite friction entre une équipe de 25 personnes réparties sur 2 étages, qui ensuite monte à 45, et là, on 26 000 mètres carrés. Donc pareil, on se dit, mais 1000 mètres carrés, c'est large. Je suis à peu près sûr que si je reviens dans 1 an et demi ici, je vous dirai, 1000 mètres carrés, c'était cool, mais maintenant, il faut autre chose. Donc voilà, donc en fait, c'est vrai que c'est un peu... je sais qu'avec mon associé, en plus, ou pareil, lui, c'est sa plus grosse boîte aussi, c'est vrai que des fois, on se regarde et on se dit, putain, il y a 4 mois, ça nous paraissait tout à fait merveilleux. Et puis là, en fait, tout a changé. Et je rebondis là-dessus aussi pour une autre chose. C'est que même au niveau de mon métier, c'est que moi, mon métier au tout début, c'était tu fais tout. Tout ce qui est relié par rapport aux produits à la tech. Et le métier de CTO, c'était le métier de dev, le métier de ci, le métier de ça. Enfin, tu fais absolument tout. Puis après, tu te dis, bon, de toute façon, j'ai trop de travail pour moi, il faut que je commence à prendre des devs. Donc, tu vas déléguer un peu la partie développement. Toi, tu vas plus avoir un rôle de lead développeur et de tout le reste. Donc, du CTO lead développeur. Parce que maintenant, ça va être à déléguer la partie de développement. Puis après, tu commences à avoir beaucoup de développeurs. Et du coup, tu as du mal à suivre ce que chacun fait, etc. Puis toi, tu as trop de problématiques parce que la boîte commence à grossir. Même toi, tes propres tâches commencent à se complexifier. Il faut que tu prennes plus de recul, ça te prend plus de temps. Tu commences à avoir besoin de plus de strates aussi pour la strate de la boîte. Et du travail de ce que j'appelle le travail de cofondateur. Donc c'est tout ce qui est à côté de ton vrai métier, mais qui est hyper important pour faire grandir la boîte. Et du coup, tu vas commencer aussi à apprendre des lead développeurs. Donc là, tu vas plus avoir un rôle d'architecte et plus un rôle de product manager / project manager, etc. Puis au final, après, l'étape d'après, c'est tu commences à avoir des product managers, tu commences à avoir... Moi, j'ai un architecte maintenant. Et puis après, tu fais que du management. Et puis après, le management, ça scale aussi. Tu gères 13 personnes en direct, ce qui est n'importe quoi. Parce qu'en général, on conseille quand ton seul job, c'est d'être manager, genre vraiment le seul, c'est-à-dire tu es manager, tu n'as rien d'autre à faire, on te dit 6-7 personnes max. Et moi, je gère 2 pôles, j'avais 13 personnes en dessous de moi, plus la boîte à faire tourner avec mon associé. Il y a forcément un truc que tu chies dans l'histoire. Et du coup, in fine, ça y est, j'ai pris un head of engineering qui m'assiste sur toute la partie recrutement, qui est énorme, organisation, structuration, management, RH. Et du coup, j'ai un head of engineering sur la partie tech, sur la partie produit, j'ai un head of product qui m'assiste sur la stratégie produit jusqu'au delivery. Et du coup, moi maintenant, je complètement step back, où je suis plus du tout sur l'opérationnel, je suis que sur la strat tech, la strat produit, la strat de la boîte, mais je les accompagne sur l'opérationnel, mais c'est pas moi qui au final dois faire le truc. Moi, je vais les accompagner pour faire en sorte qu'ils y arrivent, je vais lisser tout ce que je peux lisser de mon côté, mais après, c'est à eux de le faire. Comme ça, moi, je suis pas en bottleneck, et je vais pas être la personne bloquante à dire Jean, il faut que tu me finisses ça, machin, sinon je peux pas lancer ça. Ouais, désolé, mais j'ai machin qui m'appelle depuis 3 jours pour faire ça. Et du coup, et c'est vrai que c'est très. Enfin, le côté un peu bizarre, c'était de se dire ok, en fait, moi, je me suis rendu compte que tous les 6 mois, mon métier était complètement différent. Et du coup, dans l'état d'esprit où je suis maintenant, c'est que en tant que CTO, CPO et cofondateur, c'est censé être moi qui va faire. C'est moi qui dois faire grandir la boîte sur ces sujets-là. Et du coup, maintenant, je me projette toujours à 6 mois en me disant ok, ça va être quoi mes besoins. Pour plusieurs raisons. Déjà, il faut que je recrute, il faut que je structure, et c'est aussi il faut que je m'auto-forme. Parce que quand on fait de la strat, avant, mes journées, je les passais sur Sublime Text, machin bidule et tout. Maintenant, j'ai des tableurs Excel, j'ai des mails, j'ai une pile de mails, je suis sur Slack, je fais énormément de réunions, je fais une 30aine d'heures de réunions par semaine sur les grosses semaines. Mon métier a complètement évolué. Sauf qu'à la base, moi, j'étais full stack développeur. Hein. Donc, il a fallu quand même. Donc, en fait, après, qu'est-ce que j'ai fait? Nous, on est incubé dans un très bon incubateur. J'ai été les voir en disant ok, j'ai besoin d'avoir des mentors, des mecs qui font la même chose que moi, mais qui ont 10 ans de plus d'expérience que moi, qui vont m'aider à grandir. Et donc, après, c'est ce travail d'auto-change. Donc, là, le bon côté de 42 et d'Epitech, c'est qu'on a l'habitude d'apprendre par nous-mêmes. Et on aime le change, parce que sinon, on ne ferait pas ça. Du coup, moi, ça m'allait très bien d'aller voir des mecs qui ont 10 ans de plus que moi, d'arriver avec des slides, comme j'ai fait aujourd'hui. Sauf que ça fonctionne bien, et de leur dire voilà, ok, j'en suis là, voici ce qu'on fait, voici où je veux aller, voici ce que je pense faire, qu'est-ce que tu en penses? Et là, c'est des discussions très constructives, parce qu'on n'est pas du tout sur du jugement de valeur, on est vraiment là pour que les mecs ils nous aident, au même titre que moi, là, je vous aide en vous donnant des informations, je suis pas là pour juger vos idées ou quoi, je suis juste là pour vous transmettre le maximum d'informations pertinentes que je peux. Et là, c'est pareil, parce que c'est sur des niveaux un peu plus avancés. Et du coup, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est ce qui te permet, tous les 6 mois, de te dire je suis encore la personne la plus légitime pour le faire, parce que c'est ton rôle au final. Voilà, c'était un peu long comme réponse, mais.
Vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, hein, s'il y a des gens qui veulent venir me voir à la fin, qui ont des questions un peu plus... qui ne veulent pas partager avec tout le monde. Juste une petite anecdote aussi, pour les porteurs de projets. Il y a toujours un peu la grande peur de se dire je ne veux pas en parler parce que les gens vont me piquer l'idée. Ça, il faut le bannir. Parce que si vous ne voulez pas en parler, vous allez garder le truc pour vous. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez rester encarté dans vos hypothèses. Ouais, non, mon truc, il faut qu'il fonctionne comme ça, il faut que ce soit comme ça, etc. Donc, en gros, vous allez vous mettre la tête dans quelque chose qui n'est pas forcément la bonne direction. Alors que plus tôt vous allez en parler, il faut arrêter de croire que les gens ils vont tous s'amuser à piquer votre idée. Hein. La plupart des gens, ils ont autre chose à faire. Alors que si vous en parlez assez tôt, mais pas forcément à vos potes, mais plus à des gens qui seraient intéressés par utiliser votre idée, là, d'entrée de jeu, vous allez commencer un peu à itérer. Et je peux vous assurer que rien qu'en en parlant, sans même développer quoi que ce soit, ne serait-ce que les premiers feedbacks que vous allez avoir de ces gens qui pourraient potentiellement être intéressés par ce que vous faites, ils vont dire attends, c'est génial ton truc, mais moi je verrais plus un truc comme ça. Ah, ok, j'avais pas ça en tête, merci. Toc. Donc, surtout, faites l'effet inverse. Je vous dis pas de créer le truc sur tous les toits, mais sélectionnez les gens à qui vous pouvez en parler ou qui vont avoir une véritable valeur ajoutée là-dessus, et il faut leur en parler. Et surtout, faites pas l'inverse de rester encarté dans votre idée préconçue que vous pensez être révolutionnaire, qui va pas forcément l'être parce qu'en fait, peut-être qu'elle existe déjà, que vous l'avez pas vue, c'est souvent le cas d'ailleurs, et ou sinon peut-être que vous êtes encarté dans un truc qui est complètement faux et que vous avez besoin de quelqu'un qui vous dise c'est bien ton truc, mais c'est pas tout à fait ça qu'il nous faut, quoi. Voilà. Est-ce que est-ce que tu penses que tu vas rester longtemps dans Brigade ou est-ce que tu te verrais commencer une autre idée? Non, non, pour le coup, non. C'est... En fait, ce qui est génial avec Brigade, c'est que tout est allé très très vite. C'est qu'en 2 ans et demi, d'être 45, d'être présent, qu'on commence à être présent sur plusieurs villes, on commence à avoir des challenges internationaux. C'est génial. Mais ça, pour le coup, j'ai plus... Enfin, quand je me rappelle, le premier cowork qu'on a fait, qu'on a été 10, j'ai plus l'impression d'être dans la même boîte. Et non, en fait, je trouve ça grisant. Après, c'est vrai que c'est une question pertinente que tu dises, qu'il y a des gens qui se disent, en fait, moi, mon truc, c'est de démarrer les petits projets, c'est de faire ça. Après, gérer de la strat, gérer des organisations qui scale, faire des x2, x3 sur le nombre d'employés. En fait, ça me gave. Il y a des gens, ils vont me dire, ça me gave. Et c'est vrai, et c'est d'autant plus vrai pour les CTO, parce qu'encore les CEO, ils sont plus dans la projection. Mais par exemple, moi, je connais pas mal de CTO qui sont des mecs très bien, enfin d'ex-CTO plutôt, qui sont vraiment des mecs très bien, des super tech et tout, qui ont monté des boîtes, et au bout d'1 an et demi, 2 ans, ils se sont dit, en fait, faire du project management, faire de l'humain, ça me saoule. Moi, ce que j'aime, c'est la pure tech. Et les mecs se sont barrés. Pas parce qu'ils disaient, moi, la boîte, elle me fait chier, j'ai envie de faire autre chose. C'est juste qu'ils disaient, en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas le métier que je veux faire. J'aurais préféré être architecte dans ma propre boîte que d'être CTO, quoi. Et ça, il n'y a pas de. Y a pas de honte à avoir. Hein. C'est que les gens sont. Chacun est fait pour un métier. Il n'y a pas de. Je ne vais pas rentrer dans le cliché, mais il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas non plus de sous-ambition. Si la personne elle se dit, voilà, je pensais vouloir être CTO, mais en fait, je préfère être. Expert back-end à fond ou être expert front-end à fond, etc. Super. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il a trouvé ce qu'il voulait faire. Et du coup, non, faut pas. Donc, moi, je sais que pour le coup, être le métier de CTO, c'est vraiment ce que j'aime. Ce que j'aime à la fois, en fait, le métier de CTO, pour vraiment la synthèse, c'est t'es architecte de la tech et t'es architecte des humains. Et en fait, tu vas définir une tech et après, tu vas mettre les humains en face de cette tech pour arriver à aller au bout de ça. Et moi, j'adore ce métier en fait parce qu'on a une vision de 360, parce qu'on est sur de la strat. Et je suis pas du tout expert de tout ce que je pilote. Au contraire, moi, mon rôle, c'est d'être à 360 degrés, aussi bien sur le business que sur la vision de la boîte, que sur la tech, que sur le produit. Après, moi, en dessous de moi, j'ai des mecs plus âgés que moi et plus experts que moi sur le domaine. Mais moi, en fait, moi, c'est OK, on a fixé la vision, on a fixé la strat, et moi, je vais faire en sorte d'aligner tout le monde pour aller dans cette direction-là. Après, j'ai des mecs qui sont sur le pont et qui sont meilleurs que moi dans chacun de ces domaines. Mais j'ai la compréhension, la connaissance de ce qu'ils font. Après, ils le font mieux que moi à des niveaux plus élevés. Mais tu vois, par exemple, il n'y a pas un mec qui est dans ma boîte et je me dis, putain, dès qu'il tape sur son clavier, je comprends pas ce qu'il fait. Ça, c'est très dangereux parce que si cette personne part et que tu n'as personne d'autre dans l'équipe pour le remplacer, c'est toi qui vas devoir t'y coller. Donc, tu vois, et pareil, sur les choix de techno. Moi, j'ai rencontré des CTO qui m'ont dit, ouais, bah voilà, on fait du Scala, on fait de l'Erlang, on fait du ci, on fait du ça. Je dis, putain, c'est cool. Et t'en as fait un peu avant? Il dit, non, c'est juste que j'ai un super lead dev, c'est une brute là-dedans, toute la team était trop chaud pour faire ça avec lui, etc. Et je lui dis, ouais, mais putain, c'est vachement dangereux parce que imagine que ton mec, là, il se prend un bus, le mec, il est pas là pendant 6 mois, tu fais quoi? Ah oui, j'avais pas pensé. Ouais, mais au final, ton invest, il va te dire, ah bah bravo, ça c'est une belle décision que tu as prise parce que justement, la boîte, elle est bloquée parce que tu n'es pas capable de refaire ça et que tu dois d'abord te former pour ensuite le faire. Donc, moi, c'est pour ça, un autre stack de techno chez nous, c'est du Node.js, du PostgreSQL, scalé. Hein, donc, parce que
faut savoir aussi que même des technos simples, at scale, ça devient complexe. Donc on va éviter de prendre des technos qui sont complexes d'entrée de jeu, parce que derrière, ça va acheter de l'over-complexité. Et la plus grosse problématique de la techno, c'est pas est-ce que scale ou pas, parce que toutes les technos scale maintenant. À part avant d'être Google, Twitter, Facebook, il y a quand même un peu un monde avant. Donc vous faites du PHP, ça scale, vous faites du Python, ça scale, du Node, ça scale, du Go, oui, ça scale. Mais la plus grosse complexité, c'est le recrutement. Donc pareil, choisissez vos outils et vos technos en fonction de votre capacité à recruter derrière. C'est que prendre des mecs en Scala et en Go, faire du vrai Scala et pas du Scala chose Java, c'est complexe, ça coûte cher. Il y a peu de personnes et les gens se l'arrachent. Et les gens qui se l'arrachent, c'est des gens qui ont beaucoup plus de moyens que vous. Donc forcément, pour vous, ça va être très compliqué. Nous, on fait du Node parce que c'est ce qui recrute le mieux et qu'avec du Node, je peux faire à peu près tout ce que je veux. Voilà. Si un jour, je dois faire du Go sur un truc ultra précis, je ferai du Go sur un truc ultra précis. Si je dois faire du Scala sur un truc ultra précis, je le ferai. Mais je le ferai parce que j'en ai vraiment besoin, pas parce que c'est fancy. Ça, c'est une mauvaise démarche. Encore une fois, il faut être hyper pragmatique. Est-ce que ça a été instructif, cette présentation ? Bon, je suis content, c'était le but. Merci.